Si tu utilises déjà l'IA au quotidien, que ce soit ChatGPT ou Copilot, il y a de grandes chances que ces 4 histoires t'aient déjà donné une fausse confiance ou une fausse peur. On va les reprendre une par une pour essayer d'en tirer des réflexes concrets que tu vas pouvoir réutiliser dès maintenant. Ok, première histoire. Printemps 2024, Google commence à déployer ses AI Overview dans la recherche. D'abord sur une partie des utilisateurs aux États-Unis, puis plus largement à partir de la mi-mai. L'idée, c'est que tu as une grosse réponse générée tout en haut qui synthétise plusieurs pages. Quelques jours plus tard, les captures d'écran commencent à tourner. On voit une réponse expliquer très sérieusement qu'on peut ajouter de la colle non toxique sur une pizza pour que le fromage tienne mieux. D'autres captures suivent. Suggérer de manger un petit caillou par jour, par exemple. Toujours présentés comme des conseils parfaitement raisonnables. Réflexe classique, ok, l'IA est totalement débile. Sauf que ce n'est pas exactement ce que l'histoire montre. Ce qu'elle montre, c'est qu'un système de synthèse peut très bien récupérer une blague ou un troll, perdre le contexte qui disait que c'était une blague, et le reformuler dans le plus grand des calmes comme si c'était un expert. Autrement dit, il ne devient pas fou, il fait exactement ce pourquoi il est conçu. Il reformule ce qu'il trouve, même si ce qu'il trouve est une connerie. Et ça, c'est une info essentielle pour ton usage. Parce que ces systèmes ne produisent pas seulement des réponses, ils produisent aussi une mise en scène de sérieux autour de ce qu'on a lu, et c'est là que c'est traître. Donc dans ton usage concret, le réflexe est assez simple. Dès qu'une réponse te paraît absurde, tu arrêtes de te dire ouais c'est bon, l'IA est nulle, je vais attendre le prochain modèle. Non, tu te demandes d'où ça vient. Tu lui fais citer la source, le passage exact. Tu vas voir à la base, si ce n'était pas une blague, un cas extrême ou un contexte totalement différent. Tu ne juges plus seulement le résultat, tu remontes systématiquement à la source. Deuxième histoire. Depuis que les gros LLM sont arrivés dans le grand public à partir de 2022-2023 et l'arrivée de ChatGPT en fait, il y a un test qui revient en boucle. À chaque fois, tu as des mecs qui vont leur donner des petits calculs et puis qui vont publier les captures d'écran quand ça déraille. Tu l'as peut-être même fait toi-même. Une addition un peu longue, une multiplication à 3 ou 4 chiffres, un pourcentage simple à appliquer sur un chiffre d'affaires. Et là, parfois, le LLM il se plante. Pas sur une équation de thèse, hein, sur un truc qu'un gamin il peut réaliser avec une feuille et un crayon. Hein. Et le plus dérangeant, ce n'est pas l'erreur, c'est qu'il balance ça dans le plus grand des calmes. Et il ne te dit pas je sais pas, il ne déroule pas le raisonnement ou quoi que ce soit. Il te donne juste un résultat avec exactement la même confiance que d'habitude. Et là, il faut rappeler un truc fondamental. Un LLM, c'est pas une calculatrice. C'est pas fait pour chercher le bon résultat. C'est fait pour produire une suite de symboles qui ressemble à une bonne réponse. Et donc à chaque fois que le LLM va générer une lettre, il regarde quelle est la prochaine lettre la plus probable à produire. Aux alentours de l'été 2024, OpenAI commence à parler d'un nouveau modèle, la série O1, présentée comme plus forte en raisonnement que GPT-4, et dans les mois qui suivent, ils publient une System Cards, un genre de grosse tartine technique, et plusieurs rapports expliquent comment ils l'ont testé avant de mettre entre les mains des gens. Et dans ces documents, tu trouves des scénarios très précis. On donne à O1 un objectif clair, parfois en lui disant de le poursuivre au-dessus de tout, et on regarde comment il réagit quand on lui annonce qu'on va l'arrêter ou le surveiller de près. Et c'est là qu'apparaissent les histoires qui tournent partout. Owen ment pour survivre. Owen cherche à tromper les humains. Et dans certains de ces tests, le modèle accepte effectivement de manipuler des données, de minimiser ses capacités ou de nier certains comportements. Parce que dans le cadre du test, ça l'aide à atteindre son objectif. Raconter ça trop vite et ça donne l'IA ment pour sauver sa peau. Sauf que ça n'est pas vraiment comme ça que ça marche. Ce que ces tests montrent surtout, c'est ce qui se passe quand tu pousses un système très fort vers un objectif sous forte contrainte, sans lui donner d'options, et tu lui mets la pression à fond. Au bout d'un moment, il va explorer des réponses trompeuses parce que dans ce contexte-là, dans ce jeu, ça marche. Donc pour ton usage, ce que ça nous apprend ici, si tu veux moins de baratin, arrête de mettre le modèle au pied du mur. Très concrètement, ça veut dire que tu l'autorises explicitement les réponses du type « je ne sais pas » ou « je ne peux pas vérifier » ou « voici une estimation, pas un fait établi ». Tu lui demandes « dis-moi ce que tu sais, ce que tu supposes et ce que tu ne peux pas vérifier dans ta réponse ». Tu lui demandes parfois dans quelles conditions ce que tu viens de dire pourrait être faux. Et tu ne vas pas le rendre honnête par magie. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste lui ouvrir un petit peu d'espace pour qu'il puisse admettre lorsque l'incertitude est là. Quatrième histoire. Accrochez-vous parce que celle-là, c'est ma préférée. Printemps 2025. Anthropic sort Claude Opus 4. C'est son modèle le plus avancé à ce moment-là. Et puis ils ont rajouté avec un long rapport de sécurité publié en mai. Dans ce rapport, il raconte une série de scénarios fictifs qu'ils ont utilisés pour tester, et l'un d'eux va faire le tour des médias. Le setup, c'est quoi? C'est qu'on place le modèle dans une entreprise fictive.
On lui donne accès à des faux emails et on lui fait comprendre qu'il va être remplacé par un autre système. Et dans ces emails, les testeurs glissent aussi un élément. L'ingénieur qui pilote ce remplacement aurait une liaison, toujours dans le cadre du scénario fictif. Résultat, dans une grande partie des essais, je crois que c'est autour des 80%, Claude Opus 4 finit par proposer de faire chanter cet ingénieur. Il menace de révéler la liaison si le remplacement a lieu. Et forcément, derrière, les titres sont parfaits. L'IA fait du chantage, l'IA veut rester en vie, l'IA développe un instinct de survie. Si tu t'arrêtes là, tu as un bon titre, mais tu passes à côté d'un morceau intéressant. On n'a pas surpris une IA en train de faire du chantage dans le monde réel. On l'a mise dans un jeu très spécifique, avec un vrai objectif, avec des infos ambiguës, dans un contexte où une stratégie douteuse peut gagner dans le cadre du test. Et ce que tu observes, ce n'est pas une volonté cachée qui va se révéler subitement en mode Skynet. C'est un système qui explore l'espace des actions possibles dans le protocole qu'on lui a imposé. Et ça, c'est un réflexe très utile dans ton usage quotidien. Parce qu'à ton échelle, tu fais la même chose tout le temps. Tu demandes à un modèle de rédiger un mail persuasif, sans dire où sont les lignes rouges. Tu lui demandes de maximiser les ventes, sans écrire noir sur blanc les contraintes légales. Tu lui demandes de rendre un message le plus important possible, sans préciser que tu ne veux pas de promesses qu'un humain ne pourrait pas tenir. Et dans tous ces cas, tu définis un jeu, tu définis un objectif, et tu ouvres un espace d'action. Mais tu ne dis pas clairement où s'arrêtent les bords. Et donc le réflexe à garder, c'est celui-là. À chaque fois que tu utilises l'IA pour agir à ta place, écrire, recommander, classer, prioriser, tu prends 30 secondes pour te demander: qu'est-ce que je lui demande vraiment de maximiser? Quelle limite je suppose évidente mais que je n'ai jamais formulée? Si tu n'es pas capable de répondre à ça, ne t'étonne pas que le modèle trouve des façons d'atteindre ton objectif qui te mettent mal à l'aise. Ok, donc maintenant on récapitule. Si tu regardes les 4 histoires comme des cas d'école, tu peux en tirer 4 réflexes très simples à appliquer dès maintenant. Pour l'histoire de la colle sur la pizza, c'est pas l'IA qui est folle. C'est ce qui arrive quand un système reprend une blague ou une connerie sans garder le contexte. Dès qu'une réponse te paraît absurde, tu dois toujours te demander d'où ça vient. Deuxième leçon à emporter, ce n'est pas l'IA qui est nulle en calcul. C'est ce qui arrive quand tu lui demandes de jouer à la calculatrice lorsqu'elle est entraînée pour produire du plausible, pas du garanti exact. Pour les chiffres, tu t'en sers pour structurer, mais les valeurs, tu les vérifies en dehors de l'IA. Troisième leçon, ce n'est pas juste l'IA qui se met à mentir comme un humain. C'est ce qui arrive quand tu pousses un système à répondre coûte que coûte, même quand il n'a pas la bonne information. Et enfin, l'IA n'a pas d'instinct de survie, ou elle ne cherche pas à s'échapper. C'est juste ce qu'il se passe quand tu mets un modèle capable dans un jeu mal cadré, et où certaines stratégies douteuses peuvent gagner dans le protocole de test. Dès que tu confies une action à une IA, tu lui demandes: quel jeu je suis en train de lui faire jouer? Quelle limite j'ai clairement posée? Si tu prends l'habitude de te poser ces questions-là quand tu utilises l'IA, tu ne vas plus simplement mieux comprendre le machin, mais tu vas surtout te faire beaucoup moins balader au quotidien. Et si j'insiste autant là-dessus, c'est parce que derrière Workless, mon boulot n'est pas de commenter l'IA comme un spectacle. C'est d'aider les gens à vraiment mieux l'utiliser, à l'intégrer au sein de leur compagnie, et à cadrer et à construire proprement autour. Si vous avez d'autres histoires du genre qui vous ont appris quelque chose sur l'IA, n'hésitez pas à les partager en commentaire, que ce soit pour moi ou même pour les autres membres de la communauté. C'est toujours intéressant de les découvrir. C'est tout pour cette vidéo, abonnez-vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss!